Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com et si vous le voulez bien, nous allons décréter aujourd'hui que l'intersaison F1 est terminée. Voilà, il nous tardait de reprendre notre belle habitude de vous proposer le débriefing F1. C'est le cas aujourd'hui, c'est le premier de la saison 2011. Jean-Luc bien évidemment est avec nous. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Voilà une bien belle habitude que nous allons reprendre, tu as raison. Voilà, après chaque Grand Prix cette année, donc on se retrouvera et nous débattrons du Grand Prix qui se sera juste déroulé la veille, c'est tous les lundis, et encore plus tôt cette année que l'an dernier. Le plus tôt possible. Voilà, le débriefing F1 sera donc disponible. Aujourd'hui, Jean-Luc, évidemment, on est dans une configuration de présentation et de présentation, évidemment, de ce qui va se passer dimanche prochain pour le Grand Prix d'Australie. Alors, par quoi as-tu envie de commencer, j'ai envie de dire? Parce que tout est possible. L'actualité avec les petites dernières phrases, au contraire les essais, le fait majeur peut-être de cette intersaison qui a été l'accident de Kubica dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit d'ailleurs? Commençons justement par l'accident de Robert Kubica, parce qu'évidemment, parmi les pilotes qui auraient dû se présenter sur cette grille de départ, je pense que tout le monde aura une pensée pour Robert, et j'imagine que ses pairs vont probablement lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Bon, on sait qu'il va mieux, il va de mieux en mieux. Bon, c'est le propre des champions de haut vol comme ça, d'avoir déjà une condition physique et une mentalité extraordinaire. Maintenant, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur l'antenne de RMC, ce que je souhaite avant tout à Robert Kubica, c'est de pouvoir faire ce que nous faisons, c'est-à-dire de pouvoir marcher, de pouvoir vivre, de pouvoir manger, de pouvoir rigoler avec ses amis. Après, ma foi, je lui souhaite de tout cœur de reprendre une carrière de pilote, là où il l'avait interrompue, et au plus haut niveau. Mais je crois que ce sera un combat très long, de toute manière. Je ne suis pas médecin, mais on lit bien ce qui se passe. Et à mon avis, il faudra une mentalité de fer et surtout un travail, ça a été le cas des chirurgiens, remarquable. Voilà pour Robert Kubica qui une nouvelle fois en rend hommage et bon, c'est terrible, mais le principal est sauvé, il est vivant et il ira de mieux en mieux. Voilà. As-tu néanmoins envie de revenir un petit peu sur le contexte de cet accident et notamment des éventuels, j'allais pas dire responsabilités, mais des regrets qu'on pourrait avoir au niveau du management de cette histoire peut-être? Oui, moi je l'ai dit aussi tout de suite. Pour moi, un pilote, c'est ça, c'est quelqu'un de vivant. Et moi, je respecte totalement, vraiment, la décision du management de cette équipe Lotus Renault et d'Éric Boulier, en l'occurrence, d'avoir laissé son pilote. Alors maintenant, le pilote, lui, n'aurait-il pas dû se dire j'ai un enjeu, il y a vraiment là... Un objectif principal en tout cas. Capital, Oui. voilà, c'est ma saison qui débute. Je n'ai pas le droit de prendre de risques ou alors je dois le faire d'une manière mesurée. Manifestement, bon, il s'est fait piéger, on a bien compris, il n'était pas là pour gagner le rallye, mais il en a trop fait. Donc malheureusement, ça s'est traduit de cette manière-là. Mais moi, j'aime, un peu à l'ancienne, je veux bien qu'on me le sorte, que les pilotes exercent leur talent dans plusieurs disciplines, et notamment celle-là. Moi, les contrats ficelés, où on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, on en a parlé depuis longuement avec des Jacques Villeneuve passionnés de ski qui ont continué à en faire, ou d'autres pilotes passionnés de moto, si tu vois ce que je veux dire, qui continuent à en faire par ailleurs. Moi, j'aime bien cet aspect. Dans ce monde trop policé, on ne peut pas interdire à un type qui risque sa vie 18-19 fois dans la saison de se faire plaisir d'une autre manière. C'est un passionné. Maintenant, c'est peut-être à lui, malheureusement, le pauvre Robert en paie l'addition, c'est peut-être à lui de le faire d'une certaine manière, de ne pas aller tenter le diable. Voilà. Bon. Avant d'en venir aux hommes, aux équipes, un peu de détailler les forces en présence, une question sur les nouveaux règlements, appelons ça comme ça. Bon, un aileron arrière mobile que le pilote va actionner de l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, tu commences par là où ça gratte et là où ça fait mal. Voilà. Moi, je n'y comprends rien. J'attends de voir, parce que j'attends de voir les conditions dans lesquelles cet aileron escamotable, c'est le mot qui convient, va permettre au pilote qui est derrière de passer celui devant. Mais je dirais que c'est presque ridicule, parce que qu'on donne les moyens à un pilote d'en attaquer un autre, moi je veux bien, mais de cette manière arbitraire, celui qui est derrière, obligatoirement, en effaçant son aileron, va passer devant celui qui est devant. Mais celui qui est troisième ou quatrième du groupe, il se passe quoi, premièrement? Et celui qui est devant et qui s'est fait dépasser, à quel moment peut-il repasser? Enfin, moi ça me paraît tellement artificiel et tellement compliqué, en plus créer une zone de 600 mètres. Zone, alors j'étais à 1 mètre avant la zone, 1 mètre après. Enfin, pour moi, c'est indémerdable, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Donc on va droit dans le mur, j'attends de voir, comme tout le monde, mais à mon avis, ça va être source et de problèmes, d'appels, de contre-appels, on ne va rien y comprendre du tout. Moi, je trouve ça dommage. Bon. Maintenant, il fallait aider les pilotes à dépasser, on est d'accord, mais à mon sens, pas comme ça. Mais j'attends de voir. Tu es sceptique, c'est le moins que l'on puisse dire. Le retour du KERS, ou du SREC en français.
Bah écoute, moi je sais qu'il y a des auditeurs ou téléspectateurs, moi je vais l'appeler KERS parce que c'est l'appellation, et puis de Allez. toute manière on est dans un monde anglo-saxon et particulièrement la Formule 1, donc tout le monde comprend de quoi on parle, c'est le KERS. Alors c'est ce dispositif qui permet de remettre de l'énergie qu'on a emmagasinée au moment du freinage sous forme électrique, donc un apport. Bah, je suis plutôt pour, parce que là pour le coup, d'abord c'est une recherche technologique intéressante et qui a déjà été menée dans le passé, donc qui va peut-être parvenir à une forme d'aboutissement. Deuxièmement, je l'ai dit et redit aussi, là on déborde un peu du cadre de la compétition. Pour moi, l'avenir de l'automobile, c'est pas l'électrique, c'est l'hybride. C'est-à-dire qu'effectivement, on profite quelque part de l'énergie emmagasinée dans le véhicule, et notamment au moment du freinage, pour aider quelque part et réduire la consommation. Donc il est bon pour moi que la Formule 1 également s'inscrive dans ce contexte général d'économie d'énergie et d'optimisation. On sait que le moteur doit changer, là aussi il y a encore des discussions, Bernie n'est pas d'accord, mais l'idée c'est quand même d'avoir des moteurs plus performants, plus énergétiques et plus respectueux. Donc le retour du KERS, moi je dis Bon, d'accord. très bien. Les pneus maintenant, ça c'est une inconnue. Nouveau fournisseur officiel et unique, hein, Pirelli, avec des couleurs qui seront apparemment visibles pour qu'on différencie bien les types de pneus. Mais tout le monde dit que ces pneus vont se dégrader terriblement, beaucoup plus qu'avant, qu'il va falloir s'arrêter au moins 3 fois pour tout le monde. Bon, alors c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu attends de tout cela? Je pense qu'on va avoir ce que la FIA voulait et ce que Pirelli voulait, c'est-à-dire effectivement des pneumatiques globalement plus tendres. On a tellement râlé dans le passé, nous ici les premiers dans le Certes. débriefing F1, sur le fait que les pneus tendres et les pneus durs n'étaient pas assez différenciés en matière de performance. Et bien là, on va avoir, je pense, des pneus entre guillemets en bois, très durs, très résistants, et puis des pneus qui se dégradent. Alors maintenant, globalement, on a dû demander officiellement à Pirelli, parce que Pirelli sait faire des pneus en bois comme tout le monde, des pneus qui durent et qui ne s'usent pas, et ça n'a pas d'intérêt. Là, au contraire, l'intérêt va résider dans l'exploitation des pneumatiques par le pilote, donc sa finesse de pilotage. Et évidemment, je rejoins Patrick Tambay, des gens comme Jenson Button ou Adrien Sutil, on a cité ceux-là, et d'autres, hein, qui ont la capacité de préserver leur train de pneumatiques, vont être non pas avantagés, mais vont tirer parti de cette réglementation. Et puis d'autres, peut-être un peu plus brutaux, vont devoir, et les pilotes ne le cachent pas trop, s'arrêter peut-être jusqu'à 3 fois. Donc là aussi, eh bien, ça va donner et injecter un paramètre nouveau. Quelle va être la stratégie des pilotes, des équipes? Moi, je trouve ça très intéressant. Et de toute manière, cette redistribution des cartes, pour peu que on va dire, le pneumatique n'ait pas été étudié pour certains, tu me vois venir, pour certaines écuries ou pour certains pilotes, comme ça a pu être le cas dans le passé parfois, vous lirez entre les lignes, eh bien, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, c'est une redistribution des cartes qui est formidable. Alors, si on voit les temps, en tout cas réalisés durant cet hiver, on s'aperçoit que Red Bull n'a jamais forcément dominé toutes les séances d'essai, n'a jamais terminé forcément en tête, mais la majorité quand même oui, et la plupart des observateurs et des commentateurs pensent que Red Bull va partir favorite avec Ferrari. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Si on met de côté l'intoxication, pas alimentaire, mais l'intoxication des pilotes, psychologique et psychique, où évidemment, on a toujours intérêt à dire non, non, c'est pas nous les favoris, c'est eux. Bon, évidemment, l'équipe Red Bull n'a pas perdu son savoir-faire, les pilotes n'ont pas perdu leur talent, et d'après ce que les autres pilotes disent du comportement en piste et justement de l'exploitation de ces qualités des pneumatiques Pirelli, eh bien, les Red Bull seront là et bien là. Donc, il faut attendre naturellement, comme toujours, et on l'attend avec une impatience non dissimulée, la première séance d'essai qualificative à Melbourne de tout le monde dans les mêmes conditions pour voir exactement comment ça fonctionne, et puis le premier Grand Prix sur la durée, dans des conditions chaudes qu'on n'a pas beaucoup rencontrées jusque-là pour les essais, puisque les essais de Bahreïn ont été annulés. Donc moi je pense que la clé, ce sera les pneumatiques, effectivement, et que là on peut voir. Alors maintenant, les couleurs, bah, je suis comme toi, j'attends de voir sur le bord de la piste et surtout sur les images télé, est-ce qu'on va parvenir à déceler du premier coup d'œil déjà entre je crois que tu en as parlé argent et blanc, hier, oui. le argent et blanc, on verra pas. Ça, c'est Alors sûr. l'orange, on devrait arriver à le voir, mais Oui. orange et rouge, je demande à voir. Oui. Le vert, le jaune, bon, il faut attendre, on va pas critiquer avant, on va essayer d'y voir clair. Bon, en tout cas, Vettel, forcément, candidat à sa propre succession. Moi, je fais partie de ceux, hein, je l'ai dit aussi sur RMC, qui pensent que maintenant qu'il a réussi à être champion du monde une première fois, bah, il est encore plus fort, forcément. Mais c'est clair, il n'y a pas d'exemple d'un pilote qui n'ait décroché un titre de champion du monde et qui n'en soit pas sorti plus fort. Enfin, on va apprendre à Alonso, etc. Hamilton, tous ces gens-là, Button, qui accèdent à un statut. De toute manière, le regard de leur père a changé, le regard de leur équipe a changé. Ouais. Ça y est, je l'ai fait. C'est comme quand on a gagné le premier Grand Prix, quand on a gagné son premier titre. Je pense que là aussi, sans que le pilote s'en rende compte, quand on a bien digéré, on se dit ça y est, j'ai été le meilleur du monde pendant cette période donnée, donc je peux le refaire. Donc je suis bien d'accord sur le fait que de toute manière, Sébastien Vettel sera encore plus fort. Alors, l'intéressante question, c'est savoir où va se situer son équipier, Mark Webber, qui était vraiment très très proche de lui, on l'a vu, mais qui s'est un tout petit peu pris les pieds dans le tapis, et nous l'avions dit en fin de saison. Va-t-il partir sur le même niveau que Vettel ?
Là, j'en suis moins sûr, mais on verra, on attend, hein, on va pas juger. Et Massa chez Alonso? Alors, Massa chez Alonso, bon, même si à une des séances d'essai, il était le plus rapide, c'est pareil. Je pense qu'Alonso est encore plus fort compte tenu des erreurs et des erreurs que lui a commis et son équipe l'an dernier. À mon avis, Massa sera un bon coéquipier. Bon, Michael Schumacher, tu es obligé de nous en parler. Est-ce que ça va être la campagne de trop, une nouvelle fois, si j'ose dire, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'année où Michael Schumacher va revenir au plus haut niveau? Là, il est obligé d'être au moins au niveau de son équipier. Voilà, toujours pareil. Le paramètre et j'allais dire l'étalon, c'est Nico Rosberg qui n'a toujours pas remporté un seul Grand Prix. Est-ce que la machine va permettre au pilote Mercedes de gagner? Ça, c'est déjà quand même le premier objectif. Et d'être dans le coup. Alors, apparemment, les pneumatiques ont l'air de mieux convenir justement au style de pilotage de Michael Schumacher, et j'y faisais allusion tout à l'heure. Conviendront-ils également au style de pilotage de Nico Rosberg? Encore une fois, l'étalonnement, c'est entre les deux pilotes d'une même équipe. Après, si les Mercedes le peuvent, pour le moment, on est très timide chez Mercedes. On dit, c'est pas encore notre année, on va peut-être même pas gagner de Grand Prix. Bon, il serait temps quand même qu'on y arrive, parce que quand on s'appelle Mercedes et qu'on s'appuie sur une équipe qui a été championne du monde, faut-il le rappeler précédemment, l'équipe Brown Grand Prix, bah là, on se doit d'être du niveau. Et moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent à la lutte, effectivement, des Red Bull, des Ferrari, et je le garde pour la bonne bouche, peut-être tu vas me parler de McLaren, non? Oui, McLaren, on est inquiet. Hamilton et Button disent publiquement... ça pourrait se présenter mieux. Moi aussi, je suis inquiet. Je crois que là, c'est clair, on va pas là aussi. Alors, bon, ils disent, c'est vrai, on a des évolutions. Et là, le break qu'il y a eu entre les dernières séances d'essai et le premier Grand Prix vont permettre aux équipes, et notamment à la très puissante équipe McLaren, d'améliorer ce qui ne va pas. Bon, maintenant, on a vu des astuces techniques. On peut en dire un mot juste rapidement, avec notamment les Lotus Renault, avec ces échappements qui sont avancés. Alors, c'est pas facile pour une équipe de venir à ça, à supposer que ce soit une idée aussi géniale que le double diffuseur, qui est interdit, faut-il le rappeler. Donc, on récupère de l'appui. Ça, je crois que c'est pas facile à faire, mais ça peut être, dans certaines conditions, un bel avantage pour l'équipe Renault. Alors, est-ce que McLaren a encore des choses à sortir des lapins de son chapeau pour se remettre à niveau? C'est clair que dans les équipes puissantes, pour le moment, il y a Ferrari et Red Bull, ça c'est parfaitement clair. Et puis, un ton derrière, il y en a d'autres, peut-être les Mercedes et peut-être les McLaren, avec le même moteur, faut-il le rappeler, globalement au même niveau. À vérifier, c'est tout l'intérêt de la semaine que nous débutons maintenant. Faut-il s'inquiéter, dernière question Jean-Luc, que la règle des 107% soit de nouveau en vigueur? Donc si on ne se qualifie pas dans un intervalle, appelons ça comme ça, de 107% par rapport à l'auteur de la pole, on ne prend pas le départ du Grand Prix. T'as pas peur que ça puisse concerner plusieurs pilotes? Oui, c'est clair que là, si on avait appliqué cette règle dans le passé, eh bien, on aurait vu notamment au début de saison dernière, chez HRT, pour ne pas les nommer, et d'autres équipes un petit peu limite, voire Virgin, on aurait eu du mal à prendre le départ. Bon, c'est une règle qui a été en vigueur dans le passé, qu'on avait supprimée, qu'on remet. Moi, je suis globalement plutôt pour, parce que la Formule 1, c'est pareil, c'est l'élite du sport automobile. Pour accéder à ce statut d'équipe de Formule 1 et de pilote de Formule 1, il faut à la fois des capacités technologiques, du talent. Malheureusement, oui, c'est vrai qu'à Melbourne, probablement, on pourrait ne pas avoir 24 monoplaces sur la grille. Ça, c'est parfaitement clair. Combien en aurons-nous? Une vingtaine? Oui, probablement. Allez, on va s'arrêter là. Jean-Luc, le compte à rebours, en tout cas, est entamé. Il nous tarde vraiment de se retrouver à Melbourne et de voir ce que va donner ce premier Grand Prix. En tout cas, vous avez bien compris. Sur motorstay.com, cette année, il y a beaucoup de débriefings. On élargit le spectre, si j'ose dire. Mais en ce qui concerne la F1, on se retrouve tous les lundis après chaque Grand Prix en ta compagnie, Jean-Luc, pour évidemment débriefer. Je te souhaite une bonne semaine. De même. Allez, Salut à tous. À lundi prochain. Salut.